Bonjour, je suis Loïc, Bonjour, moi c'est Lucas. et on se retrouve autour d'un livre. Aujourd'hui, après avoir vu la semaine dernière que rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique est une urgence, nous allons voir que rendre l'intelligence artificielle bénéfique est aussi un défi monumental. Nous nous retrouvons donc pour la deuxième partie traitant du livre Le fabuleux chantier, ou Comment rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique, écrit par Lê Nguyen et Elmadi Elmamdi. Après avoir parlé de la révolution cognitive et agricole la semaine dernière, aujourd'hui je vais encore vous parler d'histoire. Nous allons parler de pas mal de choses comme l'argent, le bouddhisme, et on finira sur les révolutions scientifiques. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu l'épisode 12 d'Autour d'un livre, je vous invite fortement à le faire vu qu'aujourd'hui, je vais traiter de la seconde partie du livre Le fabuleux chantier. Comme je l'avais expliqué la dernière fois, ce livre est construit en 3 parties, avec la première thèse, rendre l'intelligence artificielle bénéfique est une urgence, et la deuxième thèse, rendre l'intelligence artificielle bénéfique est un défi monumental, et enfin une conclusion. Nous allons donc nous attarder sur la deuxième thèse, rendre l'intelligence artificielle bénéfique est un défi monumental. Tout d'abord, il est question de rendre les intelligences artificielles influentes robustement bénéfiques. Comme nous l'avions vu, certaines IA déjà présentes à l'heure actuelle sont très influentes, traitent beaucoup d'informations dans un laps de temps ridicule pour permettre à des milliards d'utilisateurs d'obtenir par exemple leurs vidéos YouTube suggérées sur mesure. Mais nous avions vu que certains effets secondaires, qui ne paraissaient même pas problématiques à première vue, pouvaient vite devenir catastrophiques au vu justement du nombre de personnes influencées au quotidien par ces IA. En effet, même s'il y a disons 0,1% de chance que l'intelligence artificielle fasse des dégâts, c'est alors plusieurs millions de personnes qui peuvent en ressentir les effets. Il ne faut donc pas résoudre un problème à un moment donné, mais constamment comprendre et anticiper les dernières avancées en intelligence artificielle, et proposer des solutions et implémenter ces solutions si possible avant leur déploiement, même si bien souvent ce sera après celui-ci. Nous pourrions exiger un ralentissement de l'avancée des IA, voire même les interdire le temps de trouver des solutions robustement efficaces. Cependant, comme nous l'avions vu, on n'arrête pas le progrès. Trop d'intérêts économiques, entre autres, semblent nous mener à une course aux IA performantes plutôt qu'aux IA robustement bénéfiques. Et c'est ce dont va nous parler les auteurs dans le chapitre 7. Comment maîtriser cette course tout en maximisant les chances de rendre les IA bénéfiques? Je vais vous en faire un petit résumé. Tout d'abord, il est tentant de penser une liste de propriétés incontournables que doivent posséder les IA. Donc dire que les IA doivent faire X, garantir Y, ne jamais faire Z, etc. Cependant, exiger une telle liste pourrait être néfaste à la sécurité des IA. Pour comprendre ce postulat, il faut parler de l'un des problèmes fondamentaux de la sécurité de l'intelligence artificielle, la propriété d'interruptibilité. Cette propriété correspond au fait qu'une IA ne doit pas chercher à éviter sa propre interruption. Pour ce faire, il a été proposé de restreindre la capacité d'exploration, de planification et d'apprentissage des IA, en concevant ce qu'on pourrait alors appeler des IA myopes. Mais vous l'imaginez bien, même s'il semblerait qu'effectivement cela répondrait bien au problème d'interruptibilité, en pratique, une entreprise qui accepte de telles restrictions pour ses IA serait vouée à proposer des services de moins bonne qualité comparé à leurs concurrents. Ce qui engendrerait inévitablement une perte de clients, voire une fermeture de la dite entreprise. Bien sûr, ce que l'on dit là demeure valide à d'autres échelles. Tout pays qui imposerait des mesures d'affaiblissement de l'intelligence artificielle pénaliserait ses propres intelligences artificielles, qui risqueraient alors d'être surclassées par les IA des autres pays. Une grande difficulté de la sécurité des IA consiste en fait à proposer des mesures de sécurité qui ne soient pas trop contraignantes pour les IA elles-mêmes. Toute solution de sécurité trop contraignante devra alors être considérée comme étant une mauvaise solution. Ce constat rend le défi de rendre les IA bénéfiques monumental. On peut parler notamment du phénomène engendré par l'intelligence artificielle concernant les marchés. Je m'explique. Rendre l'intelligence artificielle bénéfique est d'autant plus difficile dans un contexte de concurrence. Surtout si les concurrents pensent pouvoir gagner l'entièreté du marché en étant au-dessus des autres. Celui qui passera trop de temps à penser à rendre son IA bénéfique va s'auto-pénaliser et céder la victoire aux autres. Comme nous l'avions vu, l'attention est le nouveau pétrole. C'est pourquoi de nombreuses entreprises du numérique capitalisent d'abord sur leur omniprésence et leur image avant de se poser la question de leur modèle économique. L'argent est devenu secondaire. On cherche d'abord à avoir le monopole, après on verra. Mais il n'y a pas que les entreprises qui réfléchissent comme ça.
On peut notamment citer les influenceurs, les youtubeurs, qui recherchent d'abord à avoir des abonnés. Selon l'informaticien Paul Cristiano, il paraît difficile d'exclure la possibilité que de telles concurrences persistent jusqu'à la veille de l'émergence d'une intelligence artificielle de niveau humain. Cependant, et de manière contre-intuitive, il serait préférable et même souhaitable de disposer de monopoles. Et cela pour 6 raisons décrites dans le livre. Je ne vais ici vous en citer que 2. Tout d'abord, les situations de concurrence semblent augmenter l'urgence du développement et du déploiement des intelligences artificielles au détriment des mesures de sécurité. S'il y avait un monopole, il pourrait alors plus facilement s'envisager de prendre des mesures concernant la sécurité des IA. Deuxième raison, la réduction de ce que l'on appelle l'inévitable diffusion de la responsabilité. Quand des milliers d'entreprises sont collectivement responsables d'un problème, chaque entreprise ne se sent en fait responsable que d'un millième de ces problèmes. Dès lors, l'entreprise ne se sentira pas le besoin de faire un effort. On peut faire le lien ici direct avec la situation climatique. Voilà pour ce qu'il en est de l'affirmation comme quoi mettre un monopole sur l'intelligence artificielle est une bonne idée. Mais je vous laisse le plaisir de découvrir toutes les raisons contre-intuitives associées à cette affirmation par vous-même. Mais monopole ou non, il semble souhaitable que les solutions de sécurité s'appuient sur un développement au moins partiellement open source, c'est-à-dire avoir un code source accessible. On peut citer des exemples comme GNU ou Linux, où l'open source a permis l'émergence d'outils très performants créés entre guillemets par la communauté. Rendre le code des intelligences artificielles open source pourrait stimuler et coordonner la recherche sur comment rendre les IA bénéfiques. Dans cette voie, on peut citer en 2015 Google, qui a rendu open source sa librairie d'algorithmes de machine learning appelée TensorFlow. Malheureusement, rendre les IA bénéfiques demeurera probablement un coût important, que ce soit post- ou pré-conception. Quand on parle de contrôler les intelligences artificielles, on pense souvent à un bouton d'arrêt. Un bouton qui permettrait donc de stopper l'IA. Certains experts affirment que cela suffirait à rendre les IA bénéfiques. D'autres rétorquent que ce raisonnement est trop simpliste. Certains même ont introduit un champ de recherche qui étudie l'interruptibilité des intelligences artificielles, dont on a un peu parlé juste avant, qui souligne donc des difficultés inattendues. Prenons le cas d'étude d'une voiture autonome, dont le but est d'emmener un passager d'un point A à un point B. Cette voiture dispose d'un bouton d'arrêt. Il suffit au passager d'appuyer dessus pour assurer l'interruption de la voiture autonome. Ce système paraît sécurisé. Mais l'intelligence artificielle est vicieuse, même sans le vouloir. En effet, la voiture a pour but d'emmener le passager d'un point A à un point B. Par conséquent, toute interruption serait un frein vis-à-vis de son but. Par conséquent, on peut s'attendre à ce que la voiture entreprenne des actions pour minimiser ses chances d'interruption. Pour ce faire, elle pourrait donc faire en sorte de mettre les passagers dans les meilleures conditions, mettre une certaine musique ou autre chose du même genre. Dans tous les cas, on risque de se confronter à la situation où le bouton d'arrêt devrait être actionné, mais où les passagers n'auraient pas l'attention suffisante pour l'actionner. Le bouton ne serait alors en aucun cas une garantie de contrôle par l'humain. C'est là le problème de l'interruptibilité. De façon générale, une intelligence artificielle ne sera probablement pas différente à l'interruption. L'IA pourrait donc planifier des stratégies pour ne pas être interrompue. À défaut de pouvoir garantir l'indifférence à l'interruption des IA, on pourrait se demander s'il ne serait pas possible de comprendre et contrôler tous les calculs pour anticiper et empêcher ces stratégies. Mais si vous vous connaissez un peu dans le domaine, vous savez qu'encore une fois, il y a un défi de taille. En effet, comprendre une intelligence artificielle à partir de son code source est une tâche que l'on peut considérer comme étant impossible. L'IA est une boîte noire. Aucun humain ne peut réaliser une telle tâche, mais je vais vous épargner ici les détails. Nous voyons par ces exemples que rendre l'intelligence artificielle bénéfique est un défi monumental. Mais déjà, peut-on savoir si une IA est bénéfique ? En effet, il se pourrait qu'une intelligence artificielle soit en fait globalement néfaste, mais que parce qu'on n'arrive pas à le déterminer, on ne choisit pas de l'interrompre. Nous pouvons aussi nous demander quel humain, si nous choisissons justement de prendre un humain, quel humain mettre en charge. Bien sûr, est-ce que mettre un humain en charge est une bonne idée ? Imaginez-vous une météorite qui va s'écraser sous peu sur la Terre. L'intelligence artificielle est la seule à pouvoir faire les calculs pour dévier sa trajectoire, mais il faut qu'elle ait l'approbation d'un humain qui prendra alors des jours et des jours pour revérifier les calculs. Il semble donc dangereux d'attendre l'approbation de l'humain.
Après ce constat vient le chapitre sur la présentation des différentes façons de programmer une intelligence artificielle. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, mais ce qu'il en sort, c'est qu'une intelligence artificielle, enfin, que l'intelligence artificielle de demain sera probablement une intelligence artificielle apprenant par renforcement. En un mot, une IA par renforcement, c'est une IA qui donne à qui on donne un but et des récompenses liées à ce dernier. On peut parler d'une de ces IA que l'on retrouve aujourd'hui très médiatisée, nommée AlphaFold, qui a répondu à une question vieille de 50 ans sur les agencements des protéines. Je vous invite vivement à aller en apprendre plus à ce sujet. Mais donc, l'IA forte de demain sera celle à qui on offrira des récompenses au vu de ses actions. Ce qui nous amène à parler du dernier point que je vais aborder aujourd'hui, le fait d'hacker les récompenses. Tout comme chez l'humain, où l'on retrouve des drogues et toutes sortes de substances du même style, pour que l'on se sente bien, l'intelligence artificielle, elle aussi, peut hacker son système de récompense. Prenons l'exemple de l'IA joueuse qui, au lieu de jouer comme il était conçu pour être joué, remarqua qu'elle pouvait maximiser son score en tournant en rond autour d'une cible. Ou même que pour maximiser son temps de jeu, elle pouvait mettre pause. Voilà tout pour la partie programmation de l'intelligence artificielle. Pour finir donc, je vais brièvement résumer la troisième partie du livre et vous expliquer ce que j'ai vraiment ressorti du livre. Alors, les auteurs sont en quête en fait de solutions robustes et proposent alors une feuille de route, une décomposition de la conception des intelligences artificielles en 5 étapes. La collecte de données fiables, l'inférence de l'état du monde, le score de désirabilité, la création d'indicatifs et enfin l'apprentissage par renforcement. Dans cette dernière partie, vous pourrez alors voir beaucoup de difficultés liées à la conception d'une intelligence artificielle qui plus est bénéfique. C'est compliqué. Mais aussi quelque chose d'assez marrant à voir, c'est le nombre de choses que l'on peut relier à l'être humain. En fait, l'intelligence artificielle et l'humain semblent être très similaires dans leur façon de faire. C'est pour cela que vous retrouverez des biais propres à l'humain, comme le biais de disponibilité, biais qui renvoie à donner beaucoup trop d'importance à ce qui nous vient facilement à l'esprit. Comme aider un enfant dans le besoin plutôt que de sauver un bien matériel, alors même que l'on ne le fait pas si on ne voit pas l'enfant. Cette dernière partie est la plus intéressante du livre, mais aussi la plus complexe à aborder et surtout à retranscrire. C'est pourquoi j'ai fait un peu l'impasse dessus. Mais je pense que vous avez un peu compris le message. Rendre l'intelligence artificielle bénéfique est une urgence. Je vous rappelle d'aller voir l'épisode 12 si ce n'est pas encore fait, mais aussi un défi monumental dans sa réalisation et même dans la pensée de sa réalisation. Les auteurs vont dans toutes les fins de chapitre nous inviter à nous poser un certain nombre de questions, à y réfléchir réellement, seul ou collectivement, en faisant l'effort de pédagogie, de clarté et de bienveillance pour éviter autant que possible des effets secondaires. J'ai alors essayé de vous présenter cet ouvrage, mais ce n'était qu'une présentation rapide. Même si c'était en 2 épisodes, je ne peux que vous inviter à aller le lire par vous-même et faire cet exercice de réflexion sur les différents axes de pensée proposés par les auteurs. L'intelligence artificielle est tout autour de nous. Que vous ne vous en rendiez compte ou pas, vous pouvez penser que dans un futur proche ce sera l'apocalypse à la Terminator ou même tout l'inverse et affirmer que rien d'exceptionnel va se passer. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut être prêt à tout, s'informer au mieux et dans le cas de l'intelligence artificielle, essayer de la rendre robustement bénéfique. Parce que si on y arrive, on aura sûrement accompli le plus fabuleux des chantiers de l'humanité. Donc pour faire court et ne pas faire de doublons, si vous n'avez pas vu le premier épisode sur ce sujet, je vous conseille d'aller le voir. Mais pour résumer un peu, nous allons encore étudier le livre Sapiens, une brève histoire de l'humanité, de Yuval Noah Harari, qui je rappelle est un historien et professeur d'histoire israélien. Donc la semaine dernière, après avoir étudié la révolution cognitive et la révolution agricole, aujourd'hui on va s'intéresser à la suite. Après la révolution agricole, les sociétés humaines sont devenues toujours plus grandes et plus complexes, tandis que les constructions imaginaires soutenant l'ordre social devinrent aussi plus élaborées. Mythes et fictions habituèrent les gens, quasiment dès la naissance, à penser de certaines choses et à observer certaines règles. Ce faisant, ils créèrent des instincts artificiels. C'est ce réseau d'instincts artificiels qui permirent à des millions d'inconnus de coopérer efficacement. C'est ce réseau d'instincts artificiels qu'on appelle culture. Toute culture a ses croyances, normes et valeurs typiques, mais elles sont en perpétuelle évolution. La culture peut se transformer en réponse au changement du milieu, ou à travers ses interactions avec les cultures voisines. Mais les cultures connaissent aussi des transitions liées à leur propre dynamique interne. Contrairement aux lois de la physique, qui n'admettent pas la moindre inconséquence,
Tout ordre humain est truffé de contradictions internes. Les cultures ne cessent d'essayer de concilier ces contradictions. Dans l'Europe médiévale par exemple, la noblesse croyait à la fois au christianisme et à la chevalerie. Un autre exemple, plus récent, est celui de l'ordre politique moderne. Depuis la Révolution française, les habitants du monde entier en sont venus à voir dans l'égalité et la liberté individuelle des valeurs fondamentales. Mais les deux valeurs se contredisent. L'égalité ne peut être assurée qu'en amputant les libertés de ceux qui sont mieux lotis. Garantir que chacun sera libre d'agir à sa guise nuira immanquablement à l'égalité. Toute l'histoire politique du monde depuis 1789 peut se lire comme un effort pour résoudre cette contradiction. Revenons un peu plus tôt dans le temps. En 1519, Hernán Cortés et ses conquistadors envahirent le Mexique, demeuré jusque-là un univers humain isolé. Les Aztèques s'aperçurent vite de l'intérêt extraordinaire des étrangers pour un certain métal jaune. L'or n'était pas inconnu des indigènes, il était joli, facile à travailler, et il en faisait des bijoux et des statues. À l'occasion, il se servait de la poussière d'or comme d'un moyen d'échange. Mais quand un Aztèque voulait acheter quelque chose, il payait généralement en graines de cacao ou en coupons de tissu. L'obsession espagnole de l'or semblait donc inexplicable. Les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas d'argent. Chaque bande chassait, cueillait et fabriquait presque tout ce dont elle avait besoin. De la viande à la médecine, des sandales à la sorcellerie. Les différents membres de la bande pouvaient bien être spécialisés dans différentes tâches. Mais ils partageaient leurs biens et services à travers une économie de services et d'obligations. Avec le début de la révolution agricole, ce fut la même chose. La plupart des hommes continuèrent de vivre en petites communautés intimes. Tout comme une bande de chasseurs-cueilleurs, chaque village était une unité économique autosuffisante, entretenue par des obligations et des faveurs mutuelles, accompagnées d'un peu de troc avec des étrangers. Mais une économie de faveurs et d'obligations ne marche plus dès qu'un grand nombre d'inconnus essaient de coopérer. Le troc aussi a ses limites. Donc, il a fallu passer par un nouveau système, la monnaie. Elle fut créée à maintes reprises en maints endroits. Sa mise au point ne nécessitait aucune percée technique. Ce fut une révolution purement mentale. Elle impliquait la création d'une nouvelle réalité intersubjective, qui n'existe que dans l'imagination partagée des gens. La monnaie ne se réduit pas aux pièces et aux billets de banque. Et monnaie, tout ce dont les gens veulent bien se servir pour représenter la valeur d'autre chose, afin d'échanger biens et services. La monnaie permet de comparer vite et facilement la valeur de marchandises différentes, comme des pommes, souliers ou divorces. D'échanger aisément une chose contre une autre, et de stocker commodément la richesse. Il y a de nombreuses sortes de monnaie. La plus familière est la pièce, qui est un morceau standard de métal imprimé. Mais la monnaie a existé bien avant l'invention de la frappe, comme avec différents types de devises, coquillages, bétail, peaux, perles, etc. Aujourd'hui, les pièces et les billets de banque sont une forme d'argent rare. La quantité totale dans le monde tourne autour de 60 billions de dollars. Mais la somme totale de pièces et de billets est inférieure à 6 billions. Plus de 90% de la monnaie figurant sur nos comptes n'existe que sur les terminaux d'ordinateur. Ces chiffres datent de l'écriture du livre, donc ça a dû un peu fluctuer aujourd'hui. La plupart des transactions se font par ordinateur, en déplaçant des données électroniques d'un dossier à l'autre, sans le moindre échange d'espèces. La monnaie repose sur deux principes universels. La convertibilité universelle. Avec la monnaie, dans le rôle de l'alchimiste, on peut transformer terre en loyauté, la justice en santé et la violence en savoir. Deuxième principe, la confiance universelle. Avec l'intermédiaire de la monnaie, deux personnes peuvent toujours coopérer à n'importe quel projet. Ce sont ces principes qui ont permis à des millions d'inconnus de coopérer efficacement dans le commerce et l'industrie. Avant de s'attaquer à la révolution scientifique, un peu plus en profondeur, intéressons-nous à une histoire sur la religion, l'histoire de Siddhartha Gautama. Selon la tradition bouddhiste, Gautama était l'héritier d'un petit royaume himalayen. Vers 500 avant notre ère, le jeune prince fut terriblement affecté par la souffrance qu'il voyait autour de lui. Il vit que les hommes et les femmes, les enfants souffraient tous de calamités occasionnelles, comme la guerre et la peste, mais aussi d'angoisse, de frustration et d'insatisfaction, lesquelles paraissent toutes inséparables de la condition humaine. Les gens poursuivent richesse et pouvoir, acquièrent connaissance et possession, engendrent fils et filles, bâtissent maisons et palais. Quoi qu'ils réalisent, pourtant ils ne sont jamais contents. Ceux qui vivent dans la pauvreté rêvent de richesse. Qui a 1 million en veut 2, qui a 2 millions en veut 10. Etc. Même les gens riches et célèbres ne sont jamais contents. À 29 ans, Gautama s'éclipsa de son palais au cœur de la nuit, laissant derrière lui sa famille et ses biens. Tel un vagabond sans toit, il sillonna le nord de l'Inde, en quête d'un moyen d'échapper à la souffrance. Il visita des ashrams, s'assit au pied de gourous, mais rien ne le libéra entièrement. Il demeurait toujours un fond d'insatisfaction. Il ne céda pas au désespoir. Il résolut d'étudier la souffrance par lui-même, jusqu'à trouver une méthode de complète libération. Il passa 6 années à méditer sur l'essence, les causes et les remèdes de l'angoisse humaine. Et il finit par comprendre que la souffrance n'a point pour cause l'infortune, l'injustice sociale ou les caprices divins, mais les formes de conduite inscrites dans l'esprit de chacun. L'intuition de Gautama est que, à toute expérience, l'esprit réagit par le désir, et que celui-ci implique toujours l'insatisfaction. En cas d'expérience désagréable, l'esprit cherche à se défaire de la source d'irritation. Si l'esprit fait une expérience agréable, il meurt d'envie que le plaisir demeure et s'intensifie. L'esprit est donc toujours insatisfait et ne connaît pas le repos. Le moyen pour Gautama de sortir de ce cercle vicieux est si quand l'esprit fait une expérience plaisante ou déplaisante, il comprend simplement les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de souffrance. Si l'on fait l'expérience de la tristesse, sans désirer qu'elle s'en aille, on continue d'éprouver de la tristesse sans en souffrir. Mais comment amener l'esprit à accepter les choses telles qu'elles sont sans ce désir insatiable ? Gautama élabora une panoplie de techniques de méditation, qui exercent l'esprit à expérimenter la réalité telle qu'elle est, sans désir ardent,
Ces pratiques exercent l'esprit à focaliser son attention sur la question « qu'est-ce que je vis ?» plutôt que « que voudrais-je vivre ?» Il est difficile d'atteindre cet état d'esprit, mais pas impossible. Quand tu réussis cela, on appelle cet état le nirvana, littéralement l'extinction du feu. Atteindre le nirvana, c'est être libéré de toute souffrance, éprouver la réalité avec une clarté absolue, être délivré des chimères et des illusions. Suivant la tradition bouddhiste, Gautama lui-même atteignit le nirvana et fut totalement délivré de la souffrance. Il est aussi connu sous le nom de Bouddha, qui veut dire l'éveillé. Bouddha employait le reste de sa vie à expliquer ses découvertes aux autres, en sorte que tout le monde puisse se libérer de la souffrance. Il résuma sa doctrine en une seule fois. La souffrance naît du désir. La seule façon de se délivrer de la souffrance est d'être pleinement libéré du désir, ce qui ne saurait se faire qu'en exerçant l'esprit à vivre la réalité telle qu'elle est. Pour les bouddhistes, cette loi, connue sous le nom de Dharma ou Dhamma, est une loi universelle de la nature. Que la souffrance naisse du désir est toujours et partout vérifiée. Après avoir fait cette parenthèse sur la religion, repassons à la révolution scientifique. Les 500 dernières années ont connu un essor phénoménal et sans précédent de la puissance de l'homme. En 1500, le monde comptait autour de 500 millions d'Homo sapiens. Ils sont aujourd'hui 7 milliards. La valeur totale des biens et services produits par l'espèce humaine en 1500 est estimée à 250 milliards de dollars actuels. De nos jours, la valeur d'une année de production humaine approche les 60 billions de dollars. La population humaine a été multipliée par 14, la production par 240 et la consommation d'énergie par 115. En 1500, peu de villes comptaient plus de 100 000 habitants. La plupart des constructions mêlaient boue, bois et paille. Un bâtiment de 3 niveaux était un gratte-ciel. Les rues étaient des voies creusées d'ornières, poussiéreuses en été et boueuses en hiver, où se bousculaient piétons, chevaux, chèvres, poules et quelques charrettes. Les bruits urbains les plus courants étaient les voix humaines et les cris d'animaux, sans oublier les bruits occasionnels de marteaux ou de scie. Au crépuscule, le paysage urbain était plongé dans le noir, avec juste une bougie, de loin en loin, ou une torche qui scintillait dans l'obscurité. Si un habitant d'une ville pareille pouvait voir Tokyo, New York ou Bombay, qu'en penserait-il ? Avant le XVIe siècle, aucun être humain n'avait fait le tour de la Terre. Tout changea en 1522, quand l'expédition de Magellan regagna l'Espagne après un périple de 72 000 km, qui demanda 3 ans et demi et coûta la vie à presque tous les membres de l'équipage, y compris Magellan. En 1873, Jules Verne imagina que Phileas Fogg, riche aventurier britannique, pourrait faire le tour du monde en 80 jours. De nos jours, tout membre de la classe moyenne peut faire le tour du monde en 48 heures. Le 16 juillet 1945, à 5h29 minutes et 45 secondes, les hommes de science américains firent exploser la première bombe atomique à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. À compter de cet instant, l'humanité a eu la capacité non seulement de changer le cours de l'histoire, mais d'y mettre fin aussi. Le processus historique qui conduit à Alamogordo et sur la Lune est connu sous le nom de révolution scientifique. Au cours de celle-ci, l'humanité a acquis d'immenses pouvoirs nouveaux en investissant des ressources dans la recherche scientifique. Au cours de ces 5 derniers siècles, les hommes ont fini par croire de plus en plus qu'ils pouvaient augmenter leurs capacités en investissant dans la recherche scientifique. Les hommes se sont efforcés de comprendre l'univers au moins depuis la révolution cognitive. Nos ancêtres n'ont compté ni leur temps ni leur effort pour essayer de découvrir les règles qui régissent le monde naturel. Mais à 3 égards critiques, la science moderne diffère des traditions précédentes en matière de savoir. Premièrement, l'empressement à s'avouer ignorant. La science moderne repose sur le constat latin ignomarus. Nous ne savons pas. Elle postule que nous ne savons pas tout. De manière encore plus critique, elle accepte que ce que nous croyons savoir pourrait bien se révéler faux, avec l'acquisition de nouvelles connaissances. Il n'est pas de théorie, d'idées ou de concepts sacrés qu'on ne puisse remettre en question. La place centrale de l'observation et des mathématiques, forte de cet aveu d'ignorance, la science moderne est en quête de nouvelles connaissances. Elle procède en recueillant des observations et en se servant d'outils mathématiques pour attacher ces observations en théorie d'ensemble. L'acquisition de nouveaux pouvoirs, la science moderne ne se contente pas de créer des théories. Elle se sert de celles-ci pour acquérir de nouveaux pouvoirs, et notamment mettre au point de nouvelles technologies. La révolution scientifique a été non pas une révolution du savoir, mais avant tout une révolution de l'ignorance. La grande découverte qu'il a lancée a été que les hommes ne connaissent pas les réponses à leurs questions les plus importantes. Les 500 dernières années ont connu une série époustouflante de révolutions. La Terre est devenue une seule sphère écologique et historique. L'économie a connu une croissance exponentielle, et l'humanité jouit aujourd'hui d'une richesse qui n'existait que dans les contes de fées. La science et la révolution industrielle ont donné à l'humanité des pouvoirs surhumains, et une énergie quasi illimitée. L'ordre social a été entièrement transformé, tout comme la politique, la vie quotidienne et la psychologie humaine. Sommes-nous pour autant plus heureux ? La richesse que l'humanité a accumulée au cours de ces 5 derniers siècles est-elle traduite par une satisfaction inédite ? Neil Armstrong, dont l'empreinte de pas demeure intacte sur la Lune, fut-il plus heureux que le chasseur-cueilleur anonyme qui, il y a 30 000 ans, laissa l'empreinte de sa main sur une paroi de la grotte Chauvet ? Sinon, à quoi rimer de développer l'agriculture, les cités, l'écriture, le monnayage, les empires, la science et l'industrie ? Mais ça, nous ne le saurons certainement jamais. Cet épisode fait donc suite directe au dernier épisode. Toi comme moi, on a étudié, disons, la deuxième partie de notre livre.
Donc personnellement, comme je l'avais imaginé, c'est l'un de mes livres préférés dans la forme et dans le fond. J'aime justement tout particulièrement déjà les pincettes, on va dire, que prennent les auteurs pour affirmer telle ou telle chose, justement puisqu'ils n'affirment rien. Dans une même phrase, on peut avoir le mot probablement qui apparaît 5 fois. C'est un bon point. J'aime aussi et surtout la fin de tous les chapitres où on va du coup nous donner un pool de questions justement pour nous permettre de réfléchir sur le sujet du chapitre. Très intéressant, très intéressant. Pour ce qu'il en est des autres supports, je ne peux que conseiller bien sûr la chaîne YouTube de l'un des auteurs, donc Science for All sur YouTube, où vous pourrez retrouver tout ce qui est dit à peu près dans la playlist intelligence artificielle. Juste. Voilà pour ça. Aussi, ce que j'ai remarqué, Loïc, c'est que dans mon livre, on nomme l'auteur de ton livre, puisque Yuval Noah Harari est aussi très connu dans le domaine de l'intelligence artificielle, et on a pu aussi parler de lui relativement brièvement lorsqu'on parlait de transhumanisme. Et je pense qu'on aura encore l'occasion de parler de lui. Du coup, voilà pour moi. J'ai rien à rajouter spécialement, mis à part que je vous conseille vraiment, grandement, ce livre. Et toi, Loïc, qu'as-tu à nous dire en conclusion ? Moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter que ma conclusion de la semaine dernière. C'était encore un plaisir de parler de ce livre. Il est vraiment bien. Niveau histoire, on apprend vraiment pas mal de choses sur vraiment différents sujets, sur énormément de sujets en fait. Et donc, bien sûr, j'ai pu parler de que très peu de choses. Ça, c'est le seul regret, mais bon, c'est un peu comme chaque épisode. Mais encore celui-là, 500 pages, c'est vrai que c'est compliqué à faire même 2 épisodes dessus. Il y a beaucoup trop de sujets intéressants, beaucoup de théories, etc. Mais en tout cas, je vous le conseille. Il traite de vraiment énormément de sujets, quoi. C'est vraiment du début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, moi, je te propose, je mets ça là, peut-être un petit débat autour justement de l'histoire de l'humain, de la révolution cognitive à la révolution technologique. Peut-être on vit actuellement une révolution et on ne le sait pas. Je sais pas si ça nous inspire, si ça t'inspire aussi justement. Pourquoi pas hein. En vrai, avec ce livre, il y a pas mal de débats possibles. Par exemple, il y a aussi tout ce qui est, on va dire religion, mais c'est entre guillemets, mais c'est un peu sujet sensible. Ou sinon, l'histoire de égalité, fraternité, là. C'est vrai que c'est deux termes finalement un peu contradictoires, comme il le dit. C'est vrai que dit comme ça... Ouais, c'est clair. Il a pas forcément tort, mais c'est vrai. Et aussi quelque chose d'intéressant, moi, que j'ai appris dans le livre, que j'ai pas forcément cité dans l'épisode, mais que je trouve ça intéressant, c'est... Moi, j'aimerais bien faire un épisode, tout ce qui est sur mythologie, etc. Oh, et par exemple, oui, totalement. Là-dessus, il parlait de religion polythéiste et tout, qui est mythologie grecque et nordique, je crois. Ils ont plusieurs dieux, mais au final, si je me trompe pas, si je me rappelle bien, il disait que pour eux, pour les croyants de mythologie grecque et nordique, c'est que finalement il y avait ces plusieurs dieux qui étaient représentés dans chaque domaine, la déesse du pouvoir, la déesse de l'amour, de la chance, etc. Mais au-dessus de ces différents dieux, il y avait une puissance suprême encore. Donc finalement, c'est polythéiste, mais aussi monothéiste. Ouais. Et il faisait aussi un peu le lien entre le christianisme, entre Dieu, et que les fameux sous-dieux, on va dire entre guillemets, des mythologies, seraient une sorte comme les saints, comme les différents saints de chaque pays. Il y a des saints pour un pays, il y a des saints pour certaines fêtes. Et donc les saints représenteraient les différents dieux en dessous de la puissance suprême comme dans la mythologie grecque. C'est vrai que je trouvais ça intéressant, c'est une théorie en tout cas intéressante, mais c'est vrai que je savais pas moi que pour ces mythologies, il y avait une puissance supérieure. Ouais, le dieu des dieux quoi. Ouais, exactement. Ouais, ce serait aussi très intéressant à débattre du coup de sujets plus mystiques, mythologiques, peut-être voir d'autres religions. Moi ça m'intéresse beaucoup justement de m'intéresser à des livres sur la mythologie nordique, grecque, etc. Bref, je sais qu'il y en a plein, mais justement apprendre plus sur chaque culture, on va dire entre guillemets. Et d'ailleurs, que j'avais vu une série là-dessus, qui m'a donné envie, c'est American Gods. Moi j'ai déjà vu. Ouais, c'est... Alors franchement, une vraie note sur 20, 19,5 sur 20. Trop excellent, t'étais cool. Alors franchement oui, donc pour vous résumer vite fait, série en gros c'est les différents dieux qui sont personnifiés, donc les différents dieux, tout ce qui est mythologie. Il y a plusieurs mythologies, il y a vraiment les dieux du christianisme, plusieurs religions plutôt, les dieux du christianisme, les dieux grecs, les dieux nordiques, les dieux etc. égyptiens, ils sont tous représentés ils sont personnifiés, donc en personnes humaines, mais il y a aussi, on va dire que l'intrigue principale, c'est qu'ils combattent les nouveaux dieux. Et les nouveaux dieux, c'est par exemple la technologie, etc. Les réseaux sociaux aussi, les médias, je sais plus exactement comment ça se nomme, mais c'est néo-médias. Justement, ils s'appellent médias. Donc voilà, c'est ces nouveaux dieux entre guillemets, donc est-ce qu'on peut considérer ça comme des dieux? Ouais, j'aime bien. Bon, justement, on va débattre là-dessus, moi, ça m'intéresse. En tout cas, moi je vous conseille la série, beaucoup. Elle est disponible sur Amazon Prime, ou sinon en streaming, mais voilà, American Gods, franchement, c'est excellent. Bon voilà, du coup, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je vous ai conseillé American Gods, mais je vous conseille encore une fois, comme je l'avais fait
dans des épisodes précédents, de regarder aussi Story of God avec Morgan Freeman, qui est disponible sur Netflix, je crois, ou en streaming également. Donc cette série aussi traite un peu des différentes religions actuelles. Et donc voilà, je vous la conseille, encore une fois. Sinon, mis à part ça, je vous encourage à nous laisser votre avis et vos suggestions sur nos réseaux sociaux, @ADLpodcast, autour d'un livre un peu partout, ou sinon allez sur notre site internet, adlpodcast.fr, vous pouvez nous contacter via un formulaire de contact ou via notre adresse email contact@adlpodcast.fr. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Le saviez-vous aussi, car chaque semaine sur les réseaux sociaux et sur notre site internet, on sort des petites anecdotes, un peu de culture quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner à nos newsletters, c'est soit en description sur YouTube, en fonction des plateformes, ou sinon sur notre site internet adlpodcast.fr, où vous y retrouverez toutes les informations. Donc moi c'est tout ce que j'ai à dire, je te laisse le mot de la fin Lucas. Du coup, je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous dire qu'on se retrouve autour d'un livre, mardi prochain.